Bienvenue dans B-Boy Knowledge spécial Dr. Dre, partie 3. C'est parti! 1996, nouveau départ. Dr. Dre décide de se faire enlever une balle dans la jambe qu'il a en lui depuis 10 ans. Il se marie pour la première fois de sa vie et ouvre son nouveau label Aftermath Records. Il sort un album, The Aftermath, mais un flop. Dre se dit que finalement, il n'y a rien de tel pour redevenir humble. Attention, quand on parle de flop, précision quand même. L'album s'est classé 3ème au top R&B hip-hop album et 6ème au Billboard 2003 et a été certifié disque de platine le 13 septembre. 1997, juste derrière un second flop, avec The Firm featuring Nas, Foxy Brown, AZ, Nature. Un désastre. Les chansons ne prenaient pas. Certains de chez Interscope, avec qui Dre travaille, demandent à Ilovine de dégager Dre. Jimmy répond: si c'est le cas, vous allez faire des économies. S'il part, je m'en vais avec lui. Dre et Jimmy écoutent des artistes et cherchent la nouvelle perle rare. Jimmy lui fait écouter plein de cassettes. Et d'un coup, Dre entend un son, lui dit: remets ce son là. Oh, c'est quoi? Il tue lui. Et le voilà avec son premier partenaire blanc. Eminem sillonnait les battles et distribuait des cassettes partout où il le pouvait. Il donnait sa cassette à un petit qui lui réclamait et cette dernière file tout droit sur le bureau d'Interscope. Quelques temps plus tard, Eminem est appelé et invité au bureau d'Interscope. Eminem est là. Jimmy rentre dans la pièce. Putain de merde, c'est Jimmy, se dit Eminem. Juste derrière, Dr. Dre à son tour rentre. Et Eminem se dit à nouveau: putain de merde, c'est Dre. Eminem dit à Dre qu'il est son exemple dans la vie. Dre lui répond: j'adore ce que tu fais, viens dans mon bureau, on va bosser ensemble. Il fait écouter une instru à Eminem et là, au bout de quelques secondes, il commence à rapper dessus. Dre se dit: waouh, il faut enregistrer tout de suite. C'est le premier jour où ils se rencontrèrent et déjà là, un tube était né. Dre ne pensait pas avoir autant de racisme autour de lui. Mais il croyait en ce gars-là. Les gens du label et d'autres autour de Dre lui disent tous: mais putain, t'emmerdes pas avec lui, ça marchera pas, c'est un blanc. Finalement, Eminem retourne chez lui. Il se dit: c'est mort. Il vient de se faire expulser de son logement en plus. Finalement, Dre et Eminem traversent une mauvaise passe tous les deux. Ils deviennent amis. Dre se dit: merde, je prends mon fric et je me lance, tant pis, on verra bien. Et là, boum, ça marche à fond. Petit détail, personne n'avait vu la tête d'Eminem. Même sur la pochette du premier album, son visage n'est pas dessus. Driver, le rappeur français, se souvient. Lorsqu'il a acheté l'album et écouté pour la première fois, il ouvre le livret du CD et voit à l'intérieur une photo avec la tête du blanc aux yeux bleus, aux cheveux teints en blond platine, avec une tête du genre: ah, je t'ai bien eu, hein. Dre se sent repartir à fond, motivé comme jamais. Il tenait quelque chose de nouveau et de fort avec Eminem. En 1999, il sort l'album 2001, en compagnie de Xzibit, Snoop Dogg, Eminem, Nat Dogg, Kurupt, Mary J. Blige et beaucoup d'autres. Tous réunis pour faire un carton, comme avant. Ils enchaînent avec 50 Cent, encore en carton. Il enchaîne avec The Game et d'autres albums d'Eminem. Jimmy, pendant ce temps-là, déniche Nelly Furtado, Timbaland, Pussycat Dolls, Gwen Stefani, Black Eyed Peas. Ils ont du flair ces deux-là. Ça devient le plus gros label de musique. 2000, la tournée Up in Smoke Tour fait un véritable raz-de-marée, avec 44 concerts de juin à août 2000. L'argent de cette tournée a permis d'assurer la production des albums The Marshall Mathers d'Eminem, The Last Meal de Snoop Dogg et Wars and Peace Volume 2 d'Ice Cube. Un DVD est sorti juste derrière. Malheureusement pour eux, avec la démocratisation d'Internet, ça va pas durer. Au début avec Napster, l'industrie de la musique vend 100 millions de CD et de cassettes en moins qu'il y a 2 ans. La catastrophe. Jimmy demande une réunion avec le boss de chez Intel à l'époque. Il lui demande comment arrêter ça. Le mec lui répond que toutes les entreprises ne sont pas faites pour durer tout le temps. Mais Steve Jobs arrive avec son iPod et sa plateforme de téléchargement et tout ce qui englobe. Un ami à Jimmy lui dit: tu dois le rencontrer ce gars-là. Beaucoup de marques ont voulu s'associer à Dre, notamment des marques de basket. Mais lui, il porte toujours les mêmes habits, les mêmes baskets, il s'en fout. Tous ses amis lui disent: mais tu devrais faire des enceintes, tu aimes le son lorsqu'il est parfait. Lance-toi dans les enceintes et les casques audio. Il crée les Beats by Dre. Et il en donne à tous les stars et prend des photos avec. Ça se vend super bien. Il enchaîne avec les sportifs, il en donne à tour de bras. Ils font des casques avec des couleurs de tous les pays et en vendent par millions. Jusqu'à ce que la FIFA interdise aux joueurs de porter ce casque, car ils ne sont pas sponsors officiels. La NFL également juste après, mais c'est pas grave, la pub est faite. Le pote à Dre, Jimmy, enchaîne et signe Lady Gaga. Alors que personne n'y croyait, une femme si extravagante ça ne marchera pas, mais si. Jimmy se dit qu'il faut aller plus loin. Ils créent tous les deux Beat Music. De la musique en streaming, et qui sont les rois de la musique en streaming? Apple. Ils s'associent en 2014. Un contrat de 3 milliards de dollars est signé entre Apple et Dre pour le rachat de Beats. Ça comprend les casques, enceintes et leur site de streaming audio. En 2013, Dre et Jimmy, face aux difficultés qu'ils rencontrent pour recruter des employés, créent l'école I Loving Young, afin de former les jeunes à la créativité et au business en même temps. En 2015, sur le tournage du film NWA Stretch Out in Compton,
L'équipe de Dre souhaite redresser cette ville, donner un coup de main et de l'argent histoire d'en sortir quelque chose de positif. Même si les gangs sont toujours là, faire des choses bien pour leur ancien quartier de Compton. Et là, ils apprennent une mauvaise nouvelle, le fameux Suge Knight qui n'était pas invité au tournage fait de la merde. Il essaie de rentrer sur les lieux du tournage pour savoir comment va être son personnage dans le film. Et c'est Suge Knight, hein. Si on le met dans la scène du film, il faut qu'il surveille comment ça se passe. Il se fait refouler à l'entrée, Dre envoie 2 personnes dehors pour parler avec lui, et d'un coup il roule sur un gars et tue en l'écrasant en voiture. Il tue Terry Carter. Suge poursuit une peine de 28 ans de prison. Pour rappel, il était avec Tupac le jour de sa mort. Certains le soupçonnent d'avoir commandité son assassinat. Déjà à l'époque de chez Death Row, il avait des façons de faire peu orthodoxes. Coups de pression, menaces de mort, descente, passage à tabac. Il finit par tuer Terry en lui roulant dessus. Ce gars était marié, père de famille, un bon gars, responsable de 12 enfants en famille d'accueil. Dre dit de lui que c'était vraiment quelqu'un de bien. C'est de nouveau la merde à Compton. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur Dre et son histoire, regardez le documentaire sur Netflix The Defiant One. Et je vous conseille les vidéos de Roll Like Driver sur YouTube. Ce mec est une mine d'informations. A très bientôt, peace!